Un aspect inattendu de cette reprise fait que certains salariés ont voulu partir de leurs 40 mètres carrés à Paris pour aller s'offrir un bout de jardin au cas où il y aurait de nouveau un confinement, et que la reprise du travail au bureau euh, tous les jours pose problème parce que certains ont déménagé quelquefois très loin de leur entreprise. Alors la question que je vais poser à nos invités, donc Fabrice Allégoré de Dosez vos droits, bonjour Fabrice, Bonjour. et Maître Alexis Daigremont, avocat au barreau de Marseille, est-ce qu'un Bonjour. salarié peut décider demain d'aller habiter à 500 km de son lieu de travail? Alors, on peut déménager où on veut. C'est une liberté fondamentale que de choisir son lieu de vie. La question, c'est un peu quand même, est-ce qu'on ne doit pas être aussi raisonnable? La liberté irréfléchie, c'est peut-être pas tout à fait raisonnable. Donc quand on sort de Paris pour aller habiter dans l'Eure autour d'Évreux, on a un TER qui nous met grosso modo à 45 minutes de la gare Saint-Lazare. En revanche, si on va habiter à Biarritz ou à Nice et qu'on travaille à Paris, là c'est un peu plus compliqué. Alors, quelles sont les obligations? Est-ce que l'employeur peut refuser ou est-ce que l'employeur a quand même des obligations dans ce cas-là? Alors, l'employeur, il ne peut pas fixer le lieu de vie de l'intéressé, hein, du salarié, hein. L'employeur, il fixe son lieu de travail, hein, ce qui est déjà pas mal. Il dit où le salarié est censé venir au travail. Après, il peut y avoir quand même des spécificités dans l'organisation de travail. Je parle notamment d'astreinte, où là, en l'occurrence, si le salarié est tenu d'intervenir promptement en fonction d'une urgence d'entreprise, on sait aujourd'hui que les jurisprudences renvoient à des distances d'au moins, enfin d'au plus, pardon, 20 km. Donc là, le salarié doit aussi avoir conscience que s'il est tenu par une astreinte, il ne pourra pas tout à fait déménager dans le Périgord s'il habite à Paris. Alors, il y a quand même des obligations légales qui s'imposent à l'employeur dans ce cas-là. C'est-à-dire que, par exemple, l'employeur est tenu de payer. Les frais de déplacement du salarié à hauteur de la moitié. Mais en revanche, il n'est pas tenu de payer les frais d'hébergement pour les Non, jours. effectivement. Donc c'est là qu'il faut rappeler un peu les salariés à la raison en leur disant allez habiter à la campagne, c'est bien, mais les jours où on vous imposera les jours de télétravail, parce que c'est quand même du ressort de l'employeur que de donner le nombre de jours en télétravail et le nombre de jours en présentiel au bureau. Absolument. Il convient de réaffirmer le pouvoir de direction de l'employeur qui fixe les jours de télétravail et les jours de travail dans les locaux de l'entreprise, tout en restant dans le cadre d'une charte télétravail si elle existe, d'un accord d'entreprise signé avec les délégués syndicaux sur le télétravail et le cadre général de l'accord interprofessionnel national de fin 2020 sur le télétravail. Alors c'est peut-être là que vont se renégocier les accords de télétravail et où on va revenir. Alors là, négocier un accord, c'est du ressort du délégué syndical. En revanche, le travail d'équipe avec le CSE s'avère indispensable parce que c'est peut-être là que le CSE va devoir faire un travail préparatoire à cette négociation d'accord sur le télétravail. Alors oui, parce que on parle beaucoup du travail comme aussi une nouvelle mutation des conditions de travail. Alors attention, d'abord, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas télétravaillables. Bon, ça, il faut le dire. Il y a des métiers où, bien que ce soit télétravaillable, il faudra aussi travailler sur l'autonomisation. Il y a des gens qui ont trop longtemps été un peu seringués au tutorat, à la présence du manager, au soutien de l'équipe de manière physique, et qui pourraient tout à fait se retrouver déboussolés en étant à distance. Et dans les accords de télétravail, ce qui va vraiment être impérieux et qui me semble nécessaire tant pour les élus de vérifier que pour les délégués syndicaux de négocier, c'est les moyens matériels. De rappeler que télétravail ne peut pas être un télétravail indécent. Travailler sur un tabouret dans sa cuisine avec son ordinateur privé qui rame parce qu'en plus on n'a même pas accès au Wi-Fi, c'est très compliqué. Ça posera d'ailleurs un problème d'équité et l'équité dans le domaine du travail, c'est important. Oui, d'ailleurs, quelles sont les obligations de l'employeur en matière d'équipement des salariés pour le télétravail? Comment peut-on juger qu'un travailleur est chez lui avec tous les outils nécessaires pour travailler de manière décente, confortable, sans s'abîmer le dos ou autre chose? Alors pour cela, il faut se référer à l'accord d'entreprise ou à la charte qui définit les moyens matériels que l'employeur doit mettre à la disposition du salarié. En général, tous les moyens électroniques, ordinateurs, connexion, euh, téléphone, doivent être mis à la disposition du salarié. Euh, Et à quoi s'expose l'employeur qui ne satisferait pas ses obligations?
Eh bien, le salarié pourrait dire qu'il travaille dans des conditions qui sont contraires aux grands principes du télétravail tels qu'ils sont énoncés par l'accord national interprofessionnel. Euh, le salarié pourrait refuser le télétravail. Uniquement. C'est-à-dire que comme c'est un accord national interprofessionnel et que ce n'est pas une loi, on ne va pas au tribunal pour faire, pour faire accomplir à l'employeur les obligations concernant le télétravail. Si, on peut très bien fonder des demandes devant le Conseil de prud'homme sur la base de l'accord national interprofessionnel, mais la loi encourage des solutions sur mesure, accord d'entreprise ou charte négociée, entre guillemets, après consultation du CSE. Alors, on ne va pas parler là des bienfaits ou des méfaits du télétravail. On sait en revanche que 5 jours de télétravail par semaine, ce n'est pas valable pour toutes les professions. On sait qu'il y en a des emplois de proximité qui ne sont pas télétravaillables. On n'imagine pas un coiffeur à distance ou un serveur à distance. C'est caricatural, mais c'est pour bien faire comprendre. Ou un employé de propreté à distance, ça ne s'envisage pas non plus. Donc là, on sait que certains seront exclus du télétravail. Après, il y a ceux sur lesquels le temps de télétravail peut être négociable. Vous, formateur, de ce que vous voyez au quotidien, qu'est-ce que vous jugez raisonnable comme nombre de jours de télétravail dans la semaine? Alors, moi, je ne donne pas forcément un nombre de jours parce que ça va dépendre de tout à chacun. Par contre, je mets en garde la désocialisation que produit à terme un télétravail outrancier. Et donc, je considère qu'on ne peut pas avoir un bon climat social si les gens n'apprennent pas de temps en temps à se revoir, à se réunir, à recollaborer. La collaboration à distance, elle est totalement transformée au point qu'elle est déshumanisante. Donc, si on peut dire qu'il y a un équilibre à trouver, bah, par exemple, 2 jours dans l'entreprise et 3 jours en télétravail me semble un équilibre tout à fait judicieux. Oui, alors après, effectivement, c'est à estimer en fonction des équipes Des équipes, des besoins, et puis et aussi des des tâches à capacités accomplir. de chacun, Et hein, des de tâches supporter à accomplir. l'éloignement, de supporter la distance. Alors, que la négociation sur le télétravail soit à l'initiative de l'employeur, parce que certains ont vu les bienfaits, parce que c'est vrai que des salariés en télétravail, ben, d'un côté, on économise l'électricité de l'entreprise, on économise tout un tas de choses avec l'entreprise, Les locaux, le bail. et ils gagnent en productivité, mais un télétravail à outrance peut avoir des répercussions qui sont dramatiques, notamment pour l'écosystème autour. Si on imagine qu'à la Défense, on rend la moitié des étages des immeubles de la Défense, on va mettre en péril toute une économie qui est à la Défense, à savoir tous les petits commerces autour des bureaux, les entreprises de gardiennage, les entreprises de nettoyage, tout ça. La Donc on fait restauration. très attention, quand on va négocier cet accord de télétravail, à prendre en compte ce qui se passe autour, à prendre en compte les aspirations des salariés, mais aussi le changement de situation qu'a généré le télétravail. Et là, il y a un gros travail d'enquête des représentants du personnel auprès des salariés pour pouvoir arriver en connaissance de cause et négocier un accord le plus près possible des aspirations des salariés, sachant que lui, l'employeur, ça va être le plus près possible de ses intérêts à lui. Et c'est là qu'il va falloir faire communiquer les deux intérêts au bénéfice de l'entreprise et de l'écosystème qui est autour. Je pense que la prise en compte de l'écosystème est quelque chose de très important aussi. Bah, de toute façon, un employeur ne donne que s'il reçoit. Donc, si on arrive pour négocier un accord qui est coûteux, dispendieux, qui rend complexe l'organisation du travail, etc., sans doute que l'employeur sera moins motivé pour produire des engagements et des investissements qui iraient en ligne ou qui seraient en ligne avec les attentes des élus ou des délégués syndicaux. Après, je voudrais juste refaire un petit parallèle avec la notion de télétravail et de déménagement du lieu de vie du salarié par rapport à son lieu de travail. Si par exemple on a déménagé, qu'on n'avait pas anticipé des problématiques pour rejoindre son lieu de travail, il va être aussi important que le salarié puisse se prendre en main, parce qu'on a parlé beaucoup d'accords d'entreprise ou de chartes, mais on peut aussi fixer les termes du télétravail dans son contrat de travail. Pourquoi pas Absolument. négocier un avenant en disant à l'employeur, voilà, j'ai pas réfléchi, je suis parti très loin, je veux rester à votre service, je veux pouvoir respecter les termes fixés par mon contrat de travail, notamment les horaires. On sait que si on ne les respecte pas à terme, ça peut avoir des conséquences en termes de qualification de faute. Donc là, on peut aussi prendre un rendez-vous avec la RH, par exemple, et dire, bon, bah, je ne veux pas redéménager, mais je veux rester
à votre service, il faut qu'on revoie ensemble les termes de mon organisation professionnelle. Parce que si on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il a déménagé à 400 km, on peut effectivement utiliser les conséquences de ce déménagement pour en faire des fautes qui peuvent pousser au licenciement. Absolument. S'il y a une réunion le mardi matin et le jeudi matin et que le salarié ne s'y rend pas, il peut être licencié pour ce fait. Sur le télétravail, je voulais juste apporter une dernière précision. Il y a une dimension qu'on oublie souvent, c'est la formation des managers. On ne manage pas de la même manière une équipe en présentiel et une équipe avec des collaborateurs en télétravail. Ce management particulier est de nature à diminuer le risque psychosocial d'isolement, de Pression. sentiment de non-appartenance. La formation des managers est un point fondamental et encore très peu respecté, très peu mis en œuvre concrètement dans les PME. Le télétravail impose des obligations importantes à l'employeur en termes de management et de fourniture du matériel adapté au télétravail. Parce que comme vous le disiez pour l'histoire des réunions, autant la visioconférence, on en a pris l'habitude, elle est même encouragée ces temps-ci, mais l'employeur ne peut pas imposer une réunion en visioconférence du fait qu'il habite à 400 km. Si le patron veut l'avoir en face de lui, il doit venir. On ne peut pas, du côté salarié, imposer une visioconférence à l'employeur. On ne peut pas imposer le télétravail, par exemple. Déjà, si on dit qu'il faut que ce soit un contrat qui régisse le télétravail, soit un accord, soit une charte, c'est bien qu'on ne peut pas unilatéralement l'imposer. Et pour rebondir sur vous dites, maître, par rapport au management, la grosse difficulté des managers, au-delà de manager à distance, c'est de manager différemment. Lorsqu'on est en présentiel, on est plutôt sur des managements un peu verticaux, très directifs, très dans ce que j'appelle moi le ongoing. On se soucie guère d'ailleurs de savoir si la personne elle est déjà occupée, si elle est disponible, si elle n'est pas surchargée, si elle n'est pas stressée. Et c'est même très souvent supporté parce que c'est devenu habituel. Alors qu'à distance, on ne voit pas, on ne ressent pas. Et les gens qui ne changent pas de modèle de management, ils deviennent oppressants et intrusif. Alors, la dernière question, même si on déborde un peu beaucoup, comment un DRH va organiser son entreprise avec tous ces nouveaux éléments qui arrivent, parce qu'on peut décider de dire il veut habiter à 400 km, il va quitter l'entreprise, très bien. Mais ça ne va pas se faire d'aujourd'hui à demain matin. En attendant, il va falloir que l'entreprise redémarre. On est dans une période économique très sensible. Comment je prends en compte ça quand je suis DRH? Alors, moi, j'accompagne ce que j'appelle moi les mutations des entreprises agiles. Et ça veut dire quoi une entreprise agile? Ça veut dire une entreprise qui peut très bien avoir son siège social à Paris et accepter que des salariés travaillent par exemple dans des antennes, donc mettre en place des petites antennes sous la forme par exemple de coworking. On n'est pas obligé d'avoir des bureaux ou des locaux, ce qui serait parfois dispendieux, mais par exemple d'avoir un contrat avec un réseau comme Regus et de dire je vous autorise à travailler à distance, mais via un environnement où on peut quand même regrouper quelques collaborateurs. On est à la fois à distance du point de vue du siège social et en même temps en collaboration parce qu'on arrive à créer des îlots, ce qu'on appelle moi des groupes projets. Voilà, donc on peut accepter de travailler différemment aujourd'hui et on doit même considérer que c'est même nécessaire pour recruter. Si on travaille à Paris par exemple, mais qu'on veut dépêcher un talent qui est à Marseille, peut-être que justement ce caractère agile d'entreprise permettra de mieux recruter qu'on ne le ferait aujourd'hui. Alors, il ne faut pas être obtus. On a quitté les grandes villes, parce que je pense que ça ne se limite pas à Paris. On a quitté les grandes villes pour trouver un bout de terrain pour pouvoir s'aérer. Il faut savoir qu'on n'a quand même pas 365 jours de soleil et que même si on s'aère, on peut aussi prendre l'eau selon les régions. Donc ça, c'est un excès d'optimisme. On sait aussi que on a déménagé, mais que le télétravail, c'est pas infini, c'est pas obligatoire, et ce sera peut-être pas décliné par toutes les entreprises de la même manière. Donc il faut qu'on prévoie qu'on puisse retourner sur son lieu de travail à un moment donné, et qu'on puisse accomplir son contrat de travail. Donc on ne licencie pas, on a la liberté de déménager où on veut, mais on est un peu prisonnier de la distance entre son lieu de travail et son lieu d'exercice de son contrat de travail, et de son lieu de vie. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.